Célébration ce 31 juillet de la Journée internationale de la femme. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous à ce 19 Info dont voici le sommaire. À la une de ce journal, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé le mercredi 30 juillet du haut de la tribune de la 6e conférence des présidents de Parlement. Vital Kamerhe a lancé un appel fort à l'Union interparlementaire pour condamner les crimes commis contre des civils en Ituri au moment où la RDC est engagée sur la voie de la paix. Et puis, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a effectué une visite au camp des réfugiés congolais des Bwemba en marge de sa mission officielle à Oyo, au Congo-Brazza, où il était accompagné de son homologue brazzavillois. Et puis, chaque 31 juillet, le monde célèbre la femme africaine, une occasion de reconnaître la place des reines africaines dans l'émergence de la société. Cette journée n'a pas seulement un caractère commémoratif, mais également un sens revendicateur pour les combats que mène la femme africaine. Et puis, le général Eddy Kapende, commandant de la 22e région militaire, a présidé une parade militaire mixte ce jeudi 31 juillet 2025 au camp militaire Major Vangou dans la commune Kompeba, où il a éveillé la conscience patriotique de la police nationale congolaise ainsi que de FARDC. Et c'est donc tout pour les sommaires. Place à présent à votre journal. Et voilà, ça sera tout pour les sommaires de ce jeudi 31 juillet 2025. Nous commençons par ce titre du haut de la tribune de la 6e conférence des présidents de Parlement. Vital Kamerhe Lwakanikingi a lancé un appel fort à l'Union interparlementaire pour condamner les crimes commis contre des civils en Ituri au moment où la RDC est engagée sur la voie de la paix et le processus de Washington et de Doha. Vital Kamerhe, speaker de l'Assemblée nationale, s'est exprimé le mercredi 30 juillet 2025. Plus de précisions dans ce reportage. C'est depuis Genève, au siège de l'Union interparlementaire, que le président Vital Kamerhe a élevé la voix au nom du peuple congolais. À la tribune de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a livré un discours fort et émouvant en appelant la communauté internationale à prendre la juste mesure de la tragédie qui se joue à l'est du Congo. La situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Pour le président de la Chambre basse du Parlement congolais, la paix en RDC est une affaire mondiale. Elle conditionne la stabilité de toute la région des Grands Lacs et engage la conscience universelle, condamnant fermement les crimes odieux perpétrés contre les civils.
Et puis en marge de sa mission officielle à Oyo, nous sommes là au Congo, Brazzaville, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a effectué une visite au camp des réfugiés RD congolais de Bwemba. Dans sa suite, le patron de l'Intérieur congolais était accompagné de son homologue brazzavillois. Le camp des Bwemba abrite à ce jour des réfugiés originaires de Yumbi ayant fui les violences de 2018. Reportage. Faisant d'une pierre deux coups et sans doute profitant d'un petit créneau dans son agenda chargé, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Louko Biango, en mission officielle à Oyo depuis le 28 juillet pour les commissions techniques mixtes défense, sécurité et frontières entre les deux Congos, a pris l'avant-midi de la journée du 29 juillet à bord d'un hélicoptère pour une visite éclair à ses compatriotes réfugiés dans le district de Bwemba. Ce camp accueille 8583 Congolais de la République démocratique du Congo, dont une large majorité a fui les violences des Yumbi de 2018. Le ministre hôte de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mboulou, a salué la volonté spontanée de son homologue de venir saluer ses compatriotes, même si cette visite n'était pas prévue dans l'agenda officiel. Comme quoi, il reste toujours de la place pour un peu d'improvisation diplomatique et de partage fraternel. Jacquemain Chabani, en bon émissaire du président Félix Tshisekedi, a transmis un message de réconfort à ses compatriotes réfugiés. Il les a assurés que la mère patrie ne les a pas oubliés. Il leur a fait part de la volonté politique du gouvernement de rétablir la paix sociale entre les communautés avec l'organisation d'un forum de paix dans la province du Mai-Ndombe. La paix, a-t-il rappelé, est en chemin vers leur village d'origine et ainsi vous pouvez retourner volontairement dans vos villages. Nalingi na yebisabino que bozali préoccupation munene pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement na yango. Boye bake ba bosani binote, boye bake gouvernement est vraiment préoccupé et solidaire dans la situation na bino et que d'ici peu to rezoa ba solution ya kimia na kati ya ba mboka ba village pe ba territoire na biso. Ébloui par cette visite, le représentant des réfugiés a profité de l'occasion pour appeler au vice-premier ministre Chabani qu'ils éprouvent le besoin des vivres, des matelas et quelques toits étanches. Et puis accompagné de plusieurs collègues ministres, la ministre déléguée à la coopération internationale et à la francophonie, Bestine Kazadi, a conduit la réunion entre les ministres sectoriels et l'UNICEF en vue de lancer le nouveau programme de coopération 2025-2029. Suivez. Au salon de l'hôtel du gouvernement, Madame la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi Tabala, a conduit la réunion stratégique de haut niveau entre les ministères sectoriels et l'UNICEF dans le cadre du nouveau programme de coopération 2025-2029. Dans un contexte de fortes contraintes sécuritaires et budgétaires, avec une baisse de 38% de prévision du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement à renforcer les interventions en faveur des enfants et des jeunes les plus vulnérables en alignement avec les propriétés du plan national stratégique de développement. Ce nouveau programme de coopération s'aligne étroitement sur les priorités du plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 ainsi que sur le plan d'action du gouvernement. Il poursuit une ambition commune articulée autour de la vision suivante: les enfants et les jeunes vivant en RDC grandissent en bonne santé et bénéficient d'une protection adéquate, acquérant des connaissances suffisantes et s'épanouissant dans un environnement sain et non violent. La réunion a connu une participation active de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le ministre de la Communication et Médias, de la Formation professionnelle, de la jeunesse et éveil patriotique, ainsi que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation.
Poursuivant sa mission économique à Luanda, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko, multiplie les rencontres avec les responsables des diverses entreprises angolaises avec pour mission mettre en relation les entrepreneurs congolais et les investisseurs étrangers intéressés par la République démocratique du Congo. On en sait plus dans ce reportage. Pour une coopération économique garantie entre la RDC et l'Angola, les deux États qui partagent 2511 km de frontières, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a conduit une délégation des opérateurs économiques congolais à Luanda pour établir des points solides avec les opérateurs économiques angolais et d'autres partenaires étrangers afin de redynamiser le secteur privé national et attirer des investissements extérieurs. L'entreprise portugaise Mota Engine, basée à Luanda, spécialisée dans la construction, l'ingénierie et la gestion des déchets, a constitué la première étape de ce contact avec en tête le DG de Mota Engine. On veut repliquer en RDC tous ces domaines qu'on a ici en Angola. On peut ramener l'expertise technique, le financement pour développer ces projets. Daniel Mukoko Samba a souligné l'importance pour la RDC et son gouvernement de s'appuyer sur les entrepreneurs locaux membres de la FEC pour accéder à ces marchés. Le directeur général de Gécotrans et président national de l'Association congolaise des commissionnaires en douane, Dieudonné Kassembo, a exprimé sa satisfaction et salué la qualité des échanges. Et au ministère de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita poursuit son itinérance dans les unités des forces armées congolaises en vue de palper du doigt les réalités de terrain. Mercredi 30 juillet, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est tour à tour rendu à l'état-major forces terrestres et à la première zone de défense où il a tenu une séance de travail. Le tout dans ce reportage. Il poursuit son itinérance dans les unités des forces armées congolaises en vue de palper les réalités du terrain. Ce mercredi 30 juillet, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est rendu à l'état-major des forces terrestres ainsi qu'à la première zone de défense où il a tenu une séance de travail. À l'état-major des forces terrestres, un briefing sectoriel lui a été présenté par le chef d'état-major adjoint de la force terrestre, le général Ilunga Mpeko Edmond, qui a plaidé pour l'anticipation et la préparation des unités pour faire face aux enjeux de l'heure. Il a ainsi sollicité le renforcement en hommes dans les rangs des FARDC ainsi que le recyclage ponctuel pour l'armée de terre. Dans son mot, Maître Guy Kabombo Modianvita a promis de s'investir pour bâtir une armée de terre patriotique formé et équipé conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivant la mission FEC. J'ai voulu me rendre compte moi-même de vos conditions de travail et résoudre aussi en même temps quelques problèmes aigus, les problèmes les plus urgents. Deuxièmement, faire un rapport non complaisant au commandant suprême. Décider ensemble que nous devons rendre effectif le trinôme FEC pour que nous puissions bâtir une armée nationale, républicaine, professionnelle, forte et capable de défendre l'intégrité de notre territoire national et sécuriser les Congolais. Une armée dans laquelle le népotisme, les clanismes, les tribalismes n'ont pas leur place. S'en est suivi la visite des locaux du bâtiment administratif où les VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita a échangé avec le personnel administratif, brisant ainsi les plafonds de verre. Il s'est dirigé par la suite aux installations de la première zone de défense où il a inauguré le bâtiment rénové de commandement et de contrôle de la première zone de défense. Un briefing opérationnel lui a été également présenté par le commandant première zone de défense, le général-major Chico Chitambe. La dite visite s'est clôturée par une photo de famille.
Nous restons sur le chapitre de la défense. Nous sommes ici dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Le général Eddy Kapinde, commandant de la 22e région militaire, a présidé une parade mixte ce jeudi 31 juillet 2025 au camp Major Vangu dans la commune de Kampemba, où il a appelé les militaires et policiers au patriotisme. Il a profité de l'occasion pour présenter les nouveaux officiers de la police nationale congolaise et ceux des forces armées en province. Les détails ici avec Esther Mbouyi et Albert Famba. Les commandants de la 22e région militaire, les générales Eddy Kapinde, a tenu une parade mixte qui a réuni les unités de la police nationale, garnison de Lubumbashi et les unités de FARDC. C'est 31 juillet 2025 au camp Major Vangu dans la commune Kampemba. À l'ordre du jour, une causerie moelle ainsi que les présentations de nouvelles autorités. Tout a commencé par l'hymne national, suivi d'une exhortation faite par l'aumônier protestant, les lieutenants-colonels Ngoy Kishiku, Maurice. Prenant la parole, le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapinde, a axé sa causerie sur 3 points. En premier lieu, remercier tous les officiers pour le soutien et la défense dans la sécurisation du Haut-Katanga. D'un ton ferme, il a éveillé la conscience de ses troupes afin de défendre les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême, tout en les appelant à la discipline et à l'obéissance. Il a martelé sur le fait que dans toutes les unités, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais des mauvais chefs, en insistant sur le fait que c'est l'indiscipline qui conduit au banditisme des policiers et militaires. Sur place, une mise en garde leur a été faite. Continuer pour protéger mon cannabis. Ennemi à côté, Yoa est côté, Boulou est côté, et Sengeli Biso Soda, vous avez la conscience, trahison la 22e région militaire et Zalate. Côté, Biso Toliki Kina. Bino basoda manduki na bino ezali wana munguna basivile bazolela chaque jour batu kokotela bango na bandako basoda koboma basivile bino ba policier ordre public italino combattre la population na biloko na bango. Un autre temps fort de cette parade était la présentation de nouveaux officiers. Il s'agit du commissaire de la police nationale du Haut-Katanga, John Ballet, et du général des brigades, commandant adjoint en charge des opérations et des renseignements, Jean-Claude Bokolomba Bokonda, et les commandants adjoints en charge de l'administration et logistique, le colonel Jean Mwimba David. Et c'est par un défilé de troupes que cette parade a pris fin ici au camp Major Vangu. On va changer de chapitre à présent. L'humanité commémore la femme africaine tous les 31 juillet de chaque année. Une occasion pour le monde de reconnaître la place des reines d'Afrique dans l'émergence de la société. Cette journée n'a pas seulement un caractère commémoratif, mais elle a également un sens revendicateur pour le combat que mène la femme au niveau ou en dehors du continent africain. Commentaire de Leroy Mwamba. La femme africaine est à l'honneur ce 31 juillet 2025 car en cette date, les femmes venues de toute l'Afrique se sont levées pour mettre en place la toute première grande organisation féminine panafricaine en 1962, année qui montre le début de la lutte pour la cause de la femme où la voix de cette dernière commence à se lever
pour faire entendre leur opinion dans tous les domaines de la vie. Par cette organisation, la femme a mis de côté son ego et a privilégié le travail en équipe pour améliorer de façon significative la question de la reine africaine ainsi que son émancipation. En ce jour, la femme africaine multiplie des initiatives qui visent à renforcer les moyens pour booster la réussite de ses actions dans la société et contribuer par l'occasion le progrès du continent africain. Dans plusieurs pays, divers programmes sont créés pour apporter main forte au progrès des femmes dans différents domaines de la vie. Cette journée met en lumière le défi auquel la femme africaine est confrontée, tout en reconnaissant leur engagement dans le développement social, économique et politique du continent. En République démocratique du Congo, la place de la femme continue à s'améliorer du jour le jour jusqu'au point d'avoir une femme à la tête du gouvernement national, une première après 60 ans de l'indépendance du pays, où il se constate également d'autres femmes se démarquer chacune dans ce qu'elle entreprend. C'est un sujet que vous allez retrouver avec les réalités de l'Afrique ou encore de la RDC, pourquoi pas, de la province du Haut-Katanga. Ça sera dans la partie invitée du journal. Mais bien avant d'y arriver, voici donc l'actualité en dehors de nos frontières. On va commencer par cette nouvelle tension entre l'Ouganda et le Soudan du Sud. Et en Angola, le pays est secoué par une vague des violences meurtrières depuis lundi dernier. Le tout dans ce commentaire signé Grégoire Kazuiba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité à l'international. En Ouganda, des affrontements ont éclaté entre les troupes ougandaises et sud-soudanaises le long de leurs frontières communes, provoquant un échange de tirs qui a coûté la vie au moins à 4 personnes, a déclaré mercredi un responsable militaire de l'Ouganda. Ces violences surviennent dans un contexte de tensions croissantes autour des zones frontalières contestées. Selon le général de division Félix Kulagigwe, porte-parole de l'armée ougandaise, 3 soldats sud-soudanais ont été tués après que les forces ougandaises ont riposté à la mort de l'un de leurs soldats, survenu lundi. Toutefois, Wani Jackson Mill, un responsable local de l'État équatorien central au Sud-Soudan, a affirmé avoir reçu des corps de 5 militaires. Et en Angola, l'Angola est secouée par une vague de violences meurtrières depuis lundi, à la suite d'une hausse du prix du carburant. En 2 jours, 22 personnes ont été tuées, dont un policier, et près de 200 blessés. Plus de 1200 personnes ont été arrêtées à travers le pays. La crise a éclaté à Luanda après le lancement d'une grève des chauffeurs des minibus protestant contre le passage des litres de diesel de 300 à 400 kwanza, soit d'environ 0,33 à 0,43 $. Une hausse jugée insupportable pour des millions d'Angolais déjà confrontés à une inflation de près de 20% et à un chômage de 30%. Les manifestations ont rapidement dégénéré, pillages, incendies, des commerces, affrontements violents avec les forces de l'ordre. Et pour terminer, au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi 30 juillet 2025 à Ouagadougou pour réclamer la vérité sur la mort de l'influenceur burkinabé Alain Traoré, plus connu sous le nom d'Alino Faso, retrouvé pendu dans sa cellule à Abidjan le jeudi 24 juillet. Les protestataires vêtus en blanc en signe de deuil ont marché du mémorial Thomas Sankara jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, en dénonçant des circonstances de décès qu'ils jugent insuspectes. Alino Faso avait été arrêté en janvier 2025 en Côte d'Ivoire. Le procureur de la République, Omar Bana Kone, a déclaré que l'activiste était poursuivi pour l'intelligence avec des agents d'un État étranger et complot contre l'autorité de l'État ivoirien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.
Je l'ai annoncé, les femmes africaines perdent de plus en plus les valeurs qui les caractérisent ou qui les caractérisaient dans les temps anciens en voulant imiter les pratiques occidentales. En tout cas, c'est le point de vue de Nelly Moutaï. Elle est écrivaine et elle est donc l'invitée de ce journal. Elle a été jointe par la rédaction de Magloire Radio et Télévision et je vous prie de suivre ceci. Madame Nelly Moutaï, bonjour. Bonjour Madame Wivine et merci de m'inviter à votre télévision. Voilà, vous êtes écrivaine, femme africaine et aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la femme africaine. Déjà, que pensez-vous de cette femme africaine d'aujourd'hui? Cette question est vraiment très importante parce que elle nous permet de réfléchir sur le rôle de la femme africaine qui est de préserver les valeurs africaines. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui que cette femme, elle est en train de perdre ses valeurs, mais pas toutes, hein, parce que généraliser, ce n'est pas non plus bon. Mais la plupart d'entre nous, hein, nous voyons que les femmes ne sont pas vraiment en train de préserver ces valeurs africaines. Voilà pourquoi c'est une journée importante pour s'arrêter et réfléchir sur le rôle que la femme africaine est appelée à jouer dans le monde. Alors, cette femme-là, aujourd'hui, elle commence à perdre ses valeurs africaines au lieu de le préserver. Selon vous, qu'est-ce qui ferait à la base de cela? Est-ce la mondialisation ou le fait de s'oublier? Peut-être que nos mères d'aujourd'hui n'arrivent plus à transmettre cela de bouche à l'oreille aux filles et femmes que nous avons eues. Je pense que tout se ramène à l'éducation. C'est vrai que la mondialisation y est aussi pour beaucoup, mais je pense que l'éducation, c'est vraiment important. C'est un point important sur lequel il faut marteler, parce que l'éducation commence en famille. Et donc, si dans chaque famille, on arrive à préserver les valeurs africaines, on a des fortes chances de transmettre ces valeurs dans le monde. Et donc, je pense que la plus grande faute, c'est à la famille, hein. Donc, il faut marteler sur le fait que la famille est la base de la transmission des valeurs. Alors, pour terminer, cette journée avait comme but d'unir les forces, c'est-à-dire les femmes, malgré leurs différences ethniques, linguistiques, c'était d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, c'est-à-dire contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. Est-ce que vous pensez que la femme d'aujourd'hui a conscience de ce qu'elle doit jouer comme rôle pour arriver à cette émancipation? Je pense qu'elle n'est pas vraiment consciente et vous faites bien d'ailleurs de rappeler aujourd'hui pendant cette journée de la femme africaine. Je pense que vous faites très bien de rappeler le rôle de la femme. Et donc, c'est ensemble qu'on arrive à construire quelque chose de plus important. Et comme on le dit, ce n'est pas avec un seul doigt qu'on peut bien laver le visage, ce n'est pas non plus avec une main qu'on peut laver, on peut bien nettoyer un visage, mais c'est avec toutes les mains, tous les doigts de deux mains qu'on arrive à le faire. Et donc je pense que c'est important de rappeler cette solidarité, parce que c'est ensemble qu'on peut construire des choses plus solides et plus durables. Est-ce que vous pensez que les femmes africaines vous acceptent facilement comme écrivaines? Personnellement, oui, je n'ai pas de problème d'acceptation par les autres femmes africaines. Je suis lue autant par les hommes que par les femmes. Madame Nelly Moutaï, je rappelle que vous êtes femme leader, écrivaine. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Magloire à deux télévisions depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Merci beaucoup, Madame Wivine, et bonne fête de la femme africaine à vous aussi. Nous disons également bonne fête de la femme africaine à la femme de la Fobazie, l'honorable Magloire Mokwez Maloulou. Et c'est la fin de ce journal sur les antennes de Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous fixe rendez-vous demain avec le même et réel plaisir. Au revoir et à très bientôt.